amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau update lecture sur la chaîne. Nous allons parler aujourd'hui de mes lectures du mois de février et j'en ai pas mal puisque j'ai lu quand même 14 livres, ce qui est plutôt pas mal. Mais vous allez voir que c'est beaucoup de sagas ou de suites de sagas. J'ai été vraiment à fond saga au mois de février. Comme d'habitude, si vous aimez ce genre de vidéos, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut, ça me fera très chaud au cœur et ça permettra de soutenir la chaîne. Vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire, ça me fera très chaud au cœur, ça me fera toujours plaisir de lire vos commentaires, j'adore ça. Et puis bien sûr, si vous êtes trop timide, vous pouvez aussi me laisser un emoji diable. Vous savez, les petits emojis diable là, un peu violet là. J'aime beaucoup cet emoji en ce moment, donc n'hésitez pas à me le laisser en commentaire. Et bien sûr, pensez bien à être abonné à la chaîne, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et encore une fois, vous ferez partie de la Lunar Community. Ouh. Juste avant, deux petites choses. Je ne sais plus compter, 2 petites choses. La première, c'est qu'il y a une lecture commune en ce moment même sur le Discord des Doupressifs Anonymes. Nous sommes en train de lire Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen. Il y a un certain nombre de chapitres à lire, voilà, par jour, mais vous pouvez avoir votre propre rythme, il n'y a pas de souci. C'est signé la bonne ambiance, c'est signé la détente, c'est signé no spoil aussi. Bref, n'hésitez pas à nous rejoindre si vous souhaitez lire ce livre parce que vraiment, il est vraiment super chouette et on passe un très bon moment, voilà, comme d'habitude. Et la deuxième chose, c'est que je suis à nouveau active sur TikTok, voilà. J'essaye de poster, c'est pas trop mon réseau social favori, hein, je vais pas vous mentir, mais j'essaye de poster, donc n'hésitez pas à me suivre, je vous remets mon TikTok juste ici, mais vous l'avez aussi dans la barre d'infos. Comme d'habitude, nous allons commencer par les graphiques, et là j'ai lu une saga de webtoons qui sont en 3 tomes, alors la saga est en cours, mais c'était des webtoons qui étaient dans ma pile à lire depuis leur sortie en novembre dernier, donc il était vraiment grand temps que je les lise. Il s'agit du coup de My Lovely Bodyguard, le tome 1, le tome 2 et le tome 3 qui est sorti plus récemment aux éditions Michel Lafon. Comme je vous l'ai dit, du coup, c'est une trilogie, mais il y a d'autres tomes de prévus de webtoons, donc grosso modo en fait c'est comme des mangas, si ce n'est qu'en fait c'est colorisé dedans et de base c'est publié d'abord sur internet et ensuite les éditeurs se les approprient et les publient en version papier. Et dans ce webtoon nous allons suivre Sarah, notre héroïne qui a 17 ans et qui est franco-coréenne, donc on la suit au moment où elle rentre de ses grandes vacances d'été en France où elle est allée voir sa famille et du coup elle rejoint ses 2 grands frères en Corée qu'elle n'a pas eu de tout l'été, mais entre le laps de temps où elle quitte sa famille en France et où elle rejoint ses grands frères, elle va sauver une star de K-pop qui est ce jeune homme des griffes d'une fan un petit peu trop harceleuse sur les bords. Et le fait qu'elle le sauve, en fait, ça va découler à beaucoup de choses, puisque elle se dit que finalement, comme carrière, devenir garde du corps, ça pourrait être plutôt pas mal. Et du coup, puisqu'elle a sauvé ce jeune monsieur, elle aimerait beaucoup devenir son garde du corps intitré, mais bon, elle a quand même 17 ans, donc elle a un petit peu les pieds sur la terre ferme quand même en se disant qu'elle est un peu jeune, qu'elle a des études à finir, mais elle le fait en stage en fait, et lui a accepté très gentiment. Mais il y a d'autres personnages, il y a toute une intrigue aussi un petit peu policière à côté que j'aime beaucoup, et il y a toute une histoire qui la concerne, un passé très houleux, très sombre, très mystérieux, puisqu'il semblerait qu'en fait quand elle était jeune elle a été kidnappée mais elle n'a aucun souvenir, mais son kidnapping a découlé de certains événements, notamment la mort de ses parents, mais elle vit dans une bulle protégée et elle est pas du tout au courant de ça, et ses 2 grands frères cherchent absolument à la protéger de ses souvenirs très douloureux, et du coup voilà, ils sont trop mimes ces grands frères, je les aime trop. Bref, c'est un webtoon que j'aime beaucoup, je lirai la suite avec grand plaisir et je sais pas quand est-ce qu'elle est prévue, mais j'espère pour cette année parce que vraiment les 3 tomes m'ont vraiment convaincue. On passe maintenant au roman. J'ai d'abord lu du coup au mois de février Guild de Raven Kennedy, donc c'est la Sarah Doren, le premier tome. C'est le premier tome de la nouvelle collection de Hugo Roman, à savoir Hugo Romantasy, où en fait ça va être un mélange donc de fantasy et de romance, et moi je suis très friande, comme vous le savez, de ce genre là. D'ailleurs je vous remets ma dernière vidéo où je vous présente un top 5 des romantaisies à lire absolument. C'est une saga, en plus j'en entendais depuis des années, donc j'avais énormément d'attentes et je l'attendais avec beaucoup d'impatience, et je dois admettre que je n'ai absolument pas été déçue. Par contre, j'attire votre attention sur le fait que ce livre n'est pas recommandé à un public mineur. C'est une new romance vraiment violente qui met en avant des propos ou des scènes extrêmement violentes. Nous avons le consentement qui est mis en avant dedans sous toutes ses formes, hein, donc le non-consentement notamment, le viol, les agressions sexuelles, la captivité, la violence, le kidnapping, les relations toxiques, des propos sexuels ouvertement écrits
D'ailleurs pour l'anecdote, dès le chapitre 1 nous sommes en présence d'une orgie, donc vous voyez c'est pas vraiment pour tout le monde. Et même si de mon côté je l'ai beaucoup aimé et ce n'est que mon avis personnel, j'admets qu'il n'est pas à mettre dans les mains de tout le monde et surtout qu'il peut être considéré comme étant problématique. Maintenant que vous êtes prévenus, voici mon avis par rapport à ce livre. Et bien moi je l'ai beaucoup aimé, on n'est pas très loin du coup de cœur de mon côté, bien que j'en ai conscience de tous les sujets un petit peu épineux sur lesquels il met le doigt, j'ai envie de dire, et bien j'ai quand même beaucoup apprécié ma lecture. Très honnêtement je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, je savais juste que c'était une fille qui était tout en or et que c'était un conte revisité de Midas, mais c'est tout ce que je savais et j'ai vraiment pas été déçue. Oren est une jeune femme qui vit captive du roi Midas. En fait il l'a sauvée quand elle était adolescente et je crois que ça fait quasiment 10 ans maintenant qu'il l'a sauvée et qu'elle vit dans une espèce de cage dorée. Alors cette cage dorée est relativement grande, elle peut parcourir pas tout le palais, mais voilà, il a fait quand même pas mal d'installations on va dire pour elle, qui fait qu'elle peut passer d'une pièce à une autre mais en restant dans sa cage en fait. Et Oren est considérée comme sa propriété, comme sa favorite en fait de tout le harem qu'il a. Et Midas est un garçon, enfin un roi, que j'ai envie de dire quand même un peu starvé. Il a ses propres plans, il a ses propres ambitions et en fait il va se servir d'Oren pour justement avoir plus de pouvoir, plus de puissance, jusqu'à vouloir d'ailleurs l'utiliser elle et son corps comme monnaie d'échange pour une armée. Donc il faut vraiment avoir le cœur accroché. Moi ça m'a serré le cœur plus d'une fois, notamment je vous l'ai dit, il y a une scène de viol en fait dans le livre. C'était dur, c'était vraiment très dur, mais j'ai aussi noté que l'autrice essayait de mettre en avant les conditions des femmes et notamment en fait dans ce roman-là, on suit tout le harem du roi Midas qui sont donc considérés comme des prostituées, enfin c'est leur métier, mais elles sont appelées dans le livre des polish en fait, donc c'est vraiment pas terrible, c'est vraiment genre des juments quoi. Et j'ai trouvé malgré tout que même si on mettait en avant le fait qu'elles étaient très soumises et qu'elles étaient voilà, là pour satisfaire aux besoins sexuels du roi Midas et qu'elles ne servaient à rien d'autre, ces femmes c'était des putains de guerrières, mais genre des putains de guerrières, mais vraiment j'ai une admiration pour ces femmes là qui en fait font comprendre à Oren qu'elle est privilégiée et que du coup elle a un statut où personne ne peut la toucher, si ce n'est le roi Midas bien sûr, mais personne ne peut lui faire du mal, elle vit à l'abri de tout dans sa cage dorée etc. Et certes je dis pas que c'est une vie idéale, loin de là c'est pas ça, elle est quand même captive, elle est pas libre, elle a pas de libre arbitre, mais comparé à ces femmes là qui doivent batailler et en fait offrir leur corps comme monnaie d'échange contre vivre, voilà, je pense que voilà, on remet un petit peu les choses en place, on va dire, par rapport à Oren. Le roman est pour moi scindé en deux, on a deux intrigues différentes et dans ces deux intrigues, moi je m'y suis retrouvée et j'ai adoré, j'ai trouvé que c'est très haletant, très prenant, plein d'action et la fin promet vraiment une suite, je pense très high level, j'espère en tout cas. Moi j'ai hâte en tout cas de lire la suite. Je peux pas vous dire grand chose de plus parce que le premier tome fait genre 300 pages donc il est pas non plus très épais et j'ai pas trop envie de vous spoiler ou de vous dire d'autres choses, je pense que j'en ai assez dit sur ce livre là. Voilà, moi mon avis c'est que je l'ai beaucoup aimé mais j'entends tout à fait que bien on ne peut pas l'aimer et que certaines personnes le trouvent problématique ou n'ont pas envie de s'y coller, voilà, je le comprends totalement. J'ai aussi lu un livre de Louis Sam Jiken, à savoir Horreur et faits divers au Japon, qui est donc un livre de true crime avec des illustrations comme vous pouvez le remarquer et j'ai adoré ma lecture, franchement c'était hyper intéressant. Alors il faut aimer le true crime, je vous le dis direct, si vous n'aimez pas du tout les affaires policières ou voilà, suivre les psychologies des meurtriers etc, c'est pas fait pour vous, vraiment, c'est plutôt un livre documentaire sur le true crime au Japon et moi j'ai trouvé ça hyper intéressant. Moi j'adore regarder des vidéos sur ça, des documentaires, j'adore regarder des vidéos sur YouTube aussi par rapport à ça et forcément les livres je m'y étais jamais vraiment penchée sur la question, donc comme Michel Lafon a sorti ce livre là et qu'il m'a été proposé en service presse, et bien j'ai sauté dessus pour essayer parce qu'en plus il était pas très gros et j'avais envie d'en savoir plus parce que c'est vrai que le Japon est pas forcément beaucoup illustré et j'en sais très peu en fait sur les affaires criminelles au Japon. D'ailleurs on a l'impression que c'est très utopique et que là-bas l'ordre est vraiment
très bien mené, qu'il se passe jamais rien, enfin voilà. Mais si, il y a bien des affaires criminelles comme partout ailleurs. Et du coup, si vous aimez le true crime, je ne peux que vous le recommander parce qu'il est très bien écrit, il est très bien rédigé, très clair, très limpide et les illustrations sont très réussies aussi. Enfin bref, j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture et d'ailleurs si vous en avez d'autres à me conseiller dans ce style-là, je suis preneuse. Comme je vous le disais au début de mon update lecture, j'ai lu pas mal de suites de sagas et dans ces suites, j'ai lu le 3e et dernier tome d'Inheritance Game de Jennifer Lynn Barnes que j'ai beaucoup aimé aussi. Encore une fois, c'était encore un tome plein de surprises. Nous allons toujours suivre Avery qui est l'héroïne du tome 1 et qui en fait dans le tome 1 hérite de beaucoup d'argent sans trop savoir pourquoi elle est l'héritière d'un riche monsieur qu'elle n'a jamais vu de sa vie alors que lui a des héritiers en vois-tu en voilà. Donc pourquoi choisir Avery? Et ça va être là la grande question qui va être lancée pour le tome 1 et pour le tome 2. On va penser d'ailleurs que le tome 2 est une fin en soi et d'ailleurs même moi j'étais un petit peu sceptique par rapport à ce tome 3 parce que je m'étais dit on a quand même toutes les réponses dans le tome 2 donc pourquoi faire un tome 3, mais en fait l'autrice nous surprend encore et j'ai trouvé ça vraiment génial. Je pense que ça a apporté vraiment des précisions supplémentaires par rapport au choix justement de ce vieux monsieur hein. Et surtout ça nous remettait en perspective beaucoup de choses sur tout l'argent qu'a hérité Avery et ce qu'elle allait en faire etc. Ça ouvre à beaucoup de sujets, à beaucoup de débats aussi puisque elle est d'un coup multimilliardaire, une pauvre jeune fille de 17 ans, qu'est-ce qu'elle va faire de tout cet argent là? Bref, j'ai beaucoup aimé, comme d'habitude Avery a su me surprendre, j'ai aimé suivre ses aventures, j'ai aimé sa romance mais je n'en dirai pas plus. Je ne peux que vous recommander cette histoire si vous êtes friand d'intrigues haletantes et de petites énigmes à droite à gauche et vraiment de personnages absolument fascinants. J'admets que je suis un petit peu triste de quitter cette saga mais je crois savoir que l'autrice a écrit un tome seulement sur les frères Hawthorne et du coup j'ai vraiment très hâte de le lire parce que je sais que PKJ va le publier, j'en suis sûre. J'ai aussi lu A Forgery of Roses de Jenica S. Olson qui est un one-shot de romantasy, fantasy et j'ai beaucoup aimé ma lecture aussi. Nous sommes dans un monde de fantasy où la magie existe mais où elle est plus réservée aux artistes qui peuvent la moduler un petit peu à leur sauce. Mira d'ailleurs est une jeune femme qui est un prodige donc ça veut dire qu'elle dispose de la magie dans ses veines et grâce à son pouvoir en fait elle peut modifier l'aspect physique d'une personne en le peignant selon son souhait à elle et du coup modifier ses traits physiques donc à savoir lui donner des dents beaucoup plus blanches, peindre des cheveux d'une autre couleur, peut-être donner des lèvres un petit peu plus pulpeuses etc. C'est un petit peu la chirurgienne esthétique magique du quartier on va dire. En soi vous l'aurez compris c'est un don qui peut être absolument magique mais pas dans ce monde-là puisque les artistes qui possèdent ce don-là sont chassés, tués, persécutés et on ne revoit jamais leur corps. Et elle travaille du coup aux côtés d'une artiste et tous les jours c'est très difficile pour elle parce qu'en fait son don essaye absolument de refaire surface mais elle l'étouffe du mieux qu'elle peut parce que sinon elle peut risquer d'être découverte et d'être tuée, hein, voilà. Et un jour, la femme du gouverneur va venir dans cette boutique pour commander un portrait. Et Mira va complètement cafouillée parce qu'en fait elle va peindre un portrait de son chien et son chien a une petite blessure, une petite brûlure à la patte et parce qu'elle aime beaucoup les animaux, elle va décider de le soigner sur son portrait en ne pensant pas que ça va se voir mais la femme de la gouverneure l'a vu et du coup va lui faire du chantage. On adore. En effet, la femme du gouverneur lui apprend que son fils a été retrouvé mort et que du coup elle a besoin de ses services pour le ramener à la vie. Et du coup Mira elle va être en mode mais je peux pas ramener les morts à la vie madame, je peux soigner des gens mais c'est une magie très compliquée, je dois comprendre comment votre fils est mort, pourquoi, ce qu'il a ressenti au moment où il est mort parce que si j'ai pas tout ça en tête je peux rien faire pour vous. Elle lui dit non mais je m'en fous en fait, vous allez ramener mon fils à la vie sinon je vais dire à tout le monde qui vous êtes, vous allez être pourchassé, tué et vous ne reverrez plus jamais votre soeur. Donc du coup Mira suite à ce chantage vraiment pas très gentil elle va être obligée d'aller chez la femme du gouverneur et du coup de rester quelques jours chez eux pour essayer de ramener à la vie son fils décédé. Sauf que la femme du gouverneur et le gouverneur qui n'est pas au courant des manipulations de sa femme bien sûr, ils ont un autre garçon, un autre fils qui est l'aîné et personne ne le sait et pour cause il souffre d'anxiété sociale, il a beaucoup de mal à sortir de chez lui, il est très timide, il bégaye devant des inconnus et Mira et lui du coup vont faire connaissance, vont très bien s'entendre et ensemble ils vont essayer de comprendre du coup les
circonstances de la mort de son jeune frère afin que Mira puisse le ramener à la vie. De base, c'était considéré comme un accident, comme quoi il serait tombé de son balcon, mais ils vont très vite se rendre compte que c'est peut-être beaucoup plus compliqué que ça. Vous l'avez compris, du coup, j'ai beaucoup aimé cette histoire. C'est un espèce de thriller dans un univers de fantasy, un petit peu dans le même acabit que De Lune et de Sang de Erin Beatty que je vous ai présenté dans mon dernier update lecture que je vous remets juste ici, n'hésitez pas à aller le voir. Je l'ai trouvé quand même beaucoup moins abouti que le livre de Erin Beatty, c'était très sympa, j'ai passé un excellent moment de lecture, mais voilà, ça n'allait pas jusqu'à la plume et l'intrigue principale d'Erin Beatty qui est pour moi une pépite. Pour autant, j'ai passé un très bon moment de lecture. Je suis pas forcément fan de la romance dans ce livre-là, j'exposerai pas les raisons de pourquoi, du comment, parce que sinon je voudrais pas spoiler, mais je suis pas forcément fan de la romance. Par contre, j'aime le fait que l'anxiété soit mise en avant dans ce livre-là. Auguste est le personnage principal masculin de l'histoire et c'est lui qui souffre d'anxiété et je l'ai trouvé très convaincant, je l'ai trouvé très touchant, je me suis reconnue en fait dans ce qu'il pouvait vivre, dans ses émotions et bref, il y a plein de choses qui m'ont beaucoup plu dans le roman. En plus, ça se passe en hiver, il y a de la neige et tout, donc ça j'ai vraiment beaucoup aimé, clairement. Et je pense que comme moi d'ailleurs, vous serez très surpris par les tournures des événements et par la fin que j'ai trouvé vraiment hyper convaincante et vraiment j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, je vous le conseille. Si vous me suivez un minimum, vous savez que je me suis donné comme challenge de lire tous les mois un Twisted Tales de Hachette Heroes, donc vous savez c'est ces contes revisités en fait, c'est Disney revisités, et au mois de février j'ai donc lu Histoire éternelle de Liz Braswell et Si la mère de Belle avait maudit la bête, donc en gros si la mère de Belle avait été l'enchanteresse, et j'ai trouvé ce livre génialissime. Je l'ai beaucoup plus aimé que la première lecture que j'ai fait au mois de janvier qui était Renouveau, qui était à mon sens beaucoup trop proche du dessin animé La Reine des Neiges, alors que celui-ci, franchement, on s'en éloigne quand même pas mal. L'autrice prend des libertés que j'ai énormément aimées, on a des sauts dans le passé, on alterne d'ailleurs entre flashback et présent. Elle s'est complètement approprié les personnages de l'univers, des personnages secondaires qu'on a pu voir qu'une seule fois par exemple dans le dessin animé, et elle leur a créé toute une histoire et j'ai trouvé ça vraiment génialissime. C'est exactement ça que je voulais en fait en lisant des Twisted Tales, c'était de voir des réécritures qui me convainquaient comme ça et qui allaient au bout des choses et qui vraiment changeaient l'histoire. On avait les mêmes personnages, on avait la même trame en fond si vous voulez, mais on avait des intrigues différentes, des personnages qui amenaient quelque chose en plus, et c'est exactement ça dans ce livre là et c'est ça que j'ai aimé, donc trop contente. J'avais eu un petit peu peur honnêtement avec Renouveau parce que je m'étais dit bon sang, si tous les tomes sont comme ça va être un petit peu compliqué, et en fait pas du tout. Celui-là m'a prouvé que c'était pas du tout proche des contes et que vraiment les auteurs arrivaient, pour certains tout du moins, à s'approprier l'univers, les intrigues, les personnages et à en faire quelque chose de vraiment génial. Je ne vais pas plus m'étendre parce que je suppose que la phrase « Ici la mère de Belle avait maudit la bête » suffit complètement à résumer. Je pense qu'en plus vous connaissez le dessin animé La Belle et la Bête, vous connaissez un petit peu les personnages, donc je vais pas m'étendre, surtout que ça vous gâcherait je pense la surprise de cette histoire, et vraiment je vous la recommande. Pour le moment, c'est une des meilleures réécritures que j'ai lues. On va continuer dans les sagas puisque j'ai commencé une nouvelle saga et j'ai lu les 2 premiers tomes en lecture commune avec Ali des Livres. Nous avons lu du coup ensemble le premier tome de Red Rising et le tome 2 de Red Rising de Pierce Brown qui a été édité chez Hachette. Red Rising, c'est une saga de science-fiction young adulte où nous allons suivre Darrow qui vit sur Mars et qui est un rouge, à savoir donc le bas de l'échelle sociale, puisque dans cette société un petit peu dystopique, vous êtes classé selon une couleur qui détermine non seulement vos attributs physique en fait, mais aussi ce que vous allez faire toute votre vie et aussi votre classe sociale. Et les rouges donc sont des personnes avec des cheveux rouges, des yeux un petit peu rouilles, des cheveux orange aussi peut-être, un peu rouille, vous voyez, toujours un peu rouge, il y a ce même thème voilà. Et ils sont mineurs sur Mars, ils creusent la Terre afin de pouvoir offrir une vie en fait aux Terriens et aux Luniens qui vivent exigus et qui cherchent absolument à avoir une autre Terre, à savoir Mars. Mais vu que c'est le bas de l'échelle sociale, eh bien ils vivent dans des conditions pas très sympathiques. Et pour rester dans le vague par rapport à l'histoire de Darrow, parce que je ne veux pas vous spoiler même ce qui se passe dans les premiers chapitres, eh bien il faut savoir que Darrow est un jeune homme voilà, qui a tout pour lui, qui a une vie absolument géniale selon ses croyances à lui et selon ce qu'il a connu on va dire, mais un jour tout va basculer, il va tout perdre à cause des ors, puisque un gouverneur or va venir dans son camp et va foutre le bordel, et du coup il va perdre tout ce qu'il a, sa raison d'être, sa raison de vivre, et
À partir de là, eh bien Darrow va repartir à zéro. Voilà, il va repartir à zéro et il va en fait infiltrer les rangs de ses ennemis. Et vous allez me dire, mais comment c'est possible? C'est un rouge, il n'a pas les cheveux rouges, comment peut-il introduire les ors? Eh bien, lisez-le et vous le découvrirez. C'est une saga absolument géniale, vraiment c'est une pépite, un énormissime coup de cœur. D'ailleurs ça faisait très longtemps que j'avais pas ressenti des émotions comme ça. Alors je mets de côté la saga Crescent City parce que je connaissais Sarajima, donc je savais que voilà, ces livres-là allaient me procurer beaucoup d'émotions. J'avoue que pour Red Rising je savais pas trop à quoi m'attendre, je pensais bien apprécier très honnêtement l'histoire, mais je pensais pas autant en fait. Il se passe toujours quelque chose, il y a beaucoup de complots politiques, il y a toute une trame un peu dans le premier tome, style Hunger Games, où en fait Darrow avec d'autres jeunes, ils vont être mis pendant 1 an en fait dans une grande forêt et avec une espèce d'aspiration romaine, avec des camps un peu romains, ils vont devoir en fait batailler entre eux pour avoir une victoire. Enfin c'est un peu compliqué d'expliquer comme ça, le mieux c'est que vous le lisiez très clairement. Mais j'ai adoré l'évolution de Darrow, j'adore son personnage. Je trouve que le personnage de Darrow c'est vraiment la plus belle évolution qu'on m'a donné de voir en tant que lectrice, et c'est pas peu dire parce que j'en ai lu vraiment des livres et je trouve qu'il a l'évolution la plus intéressante, la plus pertinente que j'ai pu voir. C'est un héros qui est gris, qui est perdu, qui a pas vraiment de raison d'être mais qui essaye de défendre des valeurs, enfin on le voit, il a une conscience, il sait qu'il fait des choses pas bien, mais il est obligé de les faire pour aller au bout des choses, pour mener une révolution et pour changer les choses et pour libérer son peuple. Enfin, waouh, vraiment, je recommande cette saga qui a été un énorme coup de cœur. Et bien sûr, du coup, vu qu'avec Ali, on a adoré le tome 1, j'ai aussi lu du coup le tome 2 en lecture commune avec elle au mois de février et pareil, grosse claque. Alors du coup, c'est pas du tout la même intrigue parce qu'on va suivre Darrow 2 ans plus tard, dans d'autres circonstances, mais encore une fois, on va se retrouver toujours dans ces intrigues politiques, dans le fait qu'il doit batailler pour survivre. Il y a une romance dedans qui est une slow burn comme vous avez jamais vu, il y a une tension entre les deux, mais bref, on est censé lire le tome 3 prochainement, je ne sais pas quand exactement d'ailleurs parce que je ne l'ai toujours pas, il faut que je l'achète, mais on est censé lire le tome 3 bientôt et je ne peux que vous recommander cette saga qui est absolument géniale. C'est une saga qui a plusieurs tomes, alors il y a une première trilogie et ensuite il y a d'autres tomes qui se passent des années plus tard, que j'ai par contre dans ma pile à lire, mais c'est une pépite cette saga, vraiment. Pourquoi vous n'avez pas insisté pour que je la lise? Pourquoi vous m'avez pas mis la pression? Vraiment c'est trop bien quoi. Et nous allons terminer avec une saga que j'ai lue au mois de février. J'ai lu 4 tomes d'une saga en entier. J'ai un peu pété les plombs on va dire. J'ai donc lu Les Accords Corrompus, le tome 1 et le tome 2 et le tome 3 et le tome 4 de Kelly Sinclair. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à cette saga? Le point le plus important à savoir par rapport à cette saga de 4 tomes, c'est que c'est hyper addictif. Mais genre vraiment très addictif. C'est donc une romantésie et une fantaisie même qui se passe entre 2 mondes, à savoir Glacium où en fait eh bien c'est un monde de froid éternel où il n'y a que de la neige et tout, et Osolis qui est de l'autre côté un monde ravagé par la chaleur, par le désert, enfin vous voyez un petit peu le topo. Dans cette histoire on va suivre Olina qui a 17 ans, qui est la princesse d'Osolis, mais qui est une princesse qui porte un voile et qui a porté un voile toute sa vie et que sa mère lui a interdit en fait de retirer, et même elle ne sait pas à quoi elle ressemble, en fait personne ne sait à quoi elle ressemble. Olina vit un petit peu sous le courroux de sa mère et de son oncle. Elle se fait très souvent battre par les deux, elle est vraiment sous leur emprise en fait, elle a pas une très bonne image d'elle, elle est vraiment très soumise, elle a très peu de liberté, elle vit une vie très dure en tant que princesse, hein, vraiment. Et un jour une délégation de Glacium, qui est donc le monde qui vit en face du sien et qui est séparé en fait par des rochers qui volent, et en fait c'est pour accéder d'un monde à un autre, il y a un chemin, il y a un pont qui y mène, mais c'est un pont en fait, il faut escalader les rochers, enfin c'est comme si vous étiez dans une galaxie avec des astéroïdes, c'est un petit peu comme ça que je voyais, c'est un champ d'astéroïdes qu'il y a entre les deux en fait. Et du coup un jour une délégation de Glacium vient rendre visite à sa cour, et en fait elle va tomber amoureuse du prince, elle va avoir une relation très particulière avec le prince, et un jour il va lui demander de retirer son voile, ce qu'elle va faire, et elle va le payer très cher, et suite à ça eh bien il va se passer énormément de choses qui se passent en 4 tomes. Donc je peux pas vous résumer tous les tomes parce que j'ai pas envie de vous spoiler et tout, je vais rester vraiment sur le tome 1.
et sur l'avis général que j'ai de cette saga. Sur mon avis général, c'est que c'est pas une mauvaise saga. En soi, c'est une romantaisie, ma foi, assez fluide, limpide, un univers que je trouve très bien construit et où j'ai très vite accroché et où je me suis pas du tout perdue. La preuve, j'ai lu en 2 semaines 4 tomes sans que ça me pose aucun problème. J'ai beaucoup aimé Olina aussi qui malgré son caractère au début du tome 1 très soumis, en fait cache un caractère de feu et on se rend vite compte en fait qu'elle est assez badass dans son genre, notamment dans le tome 2. Moi j'ai adoré le tome 2, ça reste mon préféré d'ailleurs de tous les tomes, et elle est très indépendante et elle ne pense qu'à une chose, c'est la liberté. Vraiment la liberté en fait. Mais pour autant elle est quand même très fidèle, elle a des frères qu'elle aime plus que tout et pourrait clairement tuer pour ses frères, et c'est une princesse qui vraiment est badass. Vraiment j'ai que ça à dire par rapport à elle. Elle envoie des vertes et des pas mûres, mais elle arrive toujours à surmonter, elle a toujours des idées en tête. Enfin vraiment j'ai beaucoup aimé son personnage. Le point négatif pour moi en fait à cette saga, eh bien c'est la romance. Pour moi la romance ça ne va absolument pas. Le personnage avec qui elle a une romance est toxique et macho et vraiment toxique. Pour moi, il est toxique. Voilà, je le dis. Je n'aime pas sa romance. Je n'aime pas cette relation que je ne trouve absolument pas saine. Ça ne m'a absolument pas donné des papillons dans le ventre et tout. Moi, je le trouve très violent. Enfin... il écoute pas du tout ses avis. Enfin, pour moi, la romance, ça m'a pas du tout plu. Moi j'aime bien quand à la limite les personnages masculins au début sont considérés comme les méchants, etc., que c'est peut-être un ennemi sous lover à la limite, mais qu'il y a une évolution en fait entre les deux et que petit à petit, eh bien, ils se rendent compte de ses travers et qu'ils fassent tout pour y remédier. Et dans cette histoire, dans cette romance, eh bien, je trouve qu'il n'y a pas d'évolution. En fait, pour moi, c'est le même du début jusqu'à la dernière page, bien qu'il essaye de faire des concessions. Mais bon, j'appelle pas trop ça des concessions, clairement, vu la fin. Et j'ai trouvé aussi que c'était très en surface par rapport aux personnages secondaires. Il y a beaucoup de personnages secondaires qui auraient été beaucoup plus appréciés à mon sens et beaucoup mieux s'ils avaient été plus construits. Voilà, beaucoup plus développés. Il y a plein de choses qui se passent en fait par rapport à des personnages secondaires où on aurait pu avoir des intrigues qui auraient pu être d'actualité en fait avec ce que vit la princesse, mais l'autrice va pas au fond des choses, elle creuse pas assez à mon sens et finalement on n'en sait que très peu et c'est vraiment dommage. Et je pense que c'est peut-être pour ça qu'elle a fait un tome, d'ailleurs je sais qu'il y a un tome voilà, intermédiaire sur les histoires des personnages secondaires, mais je trouve dommage qu'on ait un tome après l'histoire principale en fait et que ça soit pas mis dans les romans en fait, parce que finalement moi je me suis pas attachée aux personnages secondaires et voilà, c'est une romantaisie donc on sait qu'il va y avoir forcément des pertes mais je me suis pas attachée, j'étais pas triste, j'étais complètement neutre et j'ai trouvé que c'était pas foufou par rapport à ça en fait. Même par rapport aux intrigues, finalement j'ai trouvé qu'il y avait, même si j'ai beaucoup aimé la construction de l'univers et l'histoire globale, j'ai trouvé que les intrigues manquaient de suspense. On arrivait très bien à comprendre où voulait aller l'autrice et c'est ça que j'ai trouvé aussi dommage. Pareil, la fin m'a énormément déçue dans le tome 4, la fin ça se fait en 50 pages, voilà, donc on va dire que 4 livres pour que ça se termine en 50 pages, voilà, c'est moyen, c'est dommage. Je m'attendais beaucoup mieux, beaucoup plus même de cette saga. C'était pas mauvais, mais c'était pas foufou. Voilà du coup pour mon update lecture du mois de février. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres que j'ai présentés ou si vous les avez peut-être dans votre pile à lire. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite de très belles lectures, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Ciao ciao.